Fabrique. Benjamin Tremblay, bonjour. Bonjour Rémi. On va parler du G7. Tiens, l'Ukraine revient au centre des discussions. Est-ce que tu as des espoirs, mesure tes espoirs en fonction de ce G7-là? Parce que, bon, on a parlé beaucoup de cynisme la semaine dernière, mais on ne fera pas du millage non plus tout l'été là-dessus. Là. Y a-t-il des affaires qui vont pouvoir débloquer? Ben, je vais te dire ça, c'est quand même cute de la part des Européens, là, avec la situation en Iran, d'essayer de ramener maintenant la question de l'Ukraine au G7, parce qu'on se dit maintenant que Trump en a fini avec cette excursion, comme il l'appelait, en Iran, peut-être a-t-il un peu de bande passante pour s'occuper de la question de l'Ukraine, une question qui était quand même une de ses priorités originalement. On avait affirmé que ça allait être réglé dans les premières 24 heures. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que les Européens sont pas complètement naïfs. Il y a effectivement une fenêtre d'opportunité, on pourrait le dire, qui s'est ouverte depuis quelques semaines, alors que les Russes ont vécu des difficultés considérables sur le front ukrainien, notamment attribuables à la perte de Starlink, ce qui est en soi assez lunaire. En fait, on s'est rendu compte que les Russes utilisaient largement Starlink pour leur communication sur le front. À partir du moment qu'on a découvert ça, il y a eu des mesures qui ont été prises du côté des Américains. Conséquemment, ça a été un effondrement totalement là, de l'effort, de la progression, on pourrait dire, de la part des Russes au niveau opérationnel. Ensuite, très rapidement, les Ukrainiens qui se mettent à faire des gains et à lancer des frappes toujours plus profondément à l'intérieur de la Russie. Puis tout ça, c'est largement attribuable, si on veut, à la production de drones à l'intérieur de l'Ukraine, alors que longtemps, on dépendait des Américains pour l'autorisation d'abord de déployer les drones eux-mêmes, et encore plus sur les cibles. On devait demander la permission à Washington pour à peu près tout. Aujourd'hui, alors qu'on assiste à un retrait des États-Unis, puis à une espèce d'émancipation de l'Ukraine au niveau des munitions, de plus en plus, là, le combat semble ouvrir la porte à des négociations, alors que Poutine, devant ce renversement du front, pourrait être invité, si on veut, à essayer de formaliser, de mettre noir sur blanc les gains qui ont été acquéris depuis le départ, sans nécessairement les compromettre avec une poursuite du conflit qui irait nulle part. Mm-hmm. Mais quand on regarde, par exemple, justement, le G7 là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est ressorti là, majoritairement, Benjamin? Est-ce que c'est cette idée, justement, d'ouvrir un peu plus sur l'Ukraine ou c'est toujours un peu ce qui se passe en Iran? Largement de la gesticulation, en fait. Largement de la gesticulation au niveau du G7. Ce qu'on voulait faire, c'était se rapprocher de Donald Trump, lancer le signal qu'on était avec lui sur la question de la négociation sur l'Iran. On veut surtout pas, en fait, c'est très clair, c'est qu'on veut surtout pas que les Américains reviennent à la guerre, alors qu'on entend au moment où on se parle, en fait, Donald Trump qui nous dit qu'il retournera au bombardement dans l'éventualité où l'entente s'effondre. Alors, vous avez les alliés du G7, à peu près tout le monde qui sont impliqués dans le sommet, qui veulent autant que possible signaler que c'est une bonne entente, qu'on ne doit surtout pas retourner à la guerre, qu'on devrait s'en satisfaire ensuite. Le prochain élément sur l'agenda, nécessairement, c'est l'Ukraine. On essaie surtout de gesticuler en ce sens. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'engagement sérieux de la part des pays de l'Europe. On n'a pas d'engagement sérieux de la part des Américains. En fait, ce matin, Trump disait, vous savez, ça change pas grand-chose dans notre vie. C'est à des milliers de kilomètres. Mais surtout, l'enjeu qui est vraiment le nerf de la guerre, puis disons, là où achoppe la discussion actuellement, c'est sur les munitions. Il n'y a personne qui a de munitions à fournir. Les Américains non plus, spécifiquement sur les munitions de précision, les intercepteurs, puis les munitions d'attaque, les ogives, les projectiles qui sont utilisés depuis le début de la guerre et qui ont été largement, on pourrait le dire, évaporés par la guerre en Iran, pardon. Ben, l'Ukraine actuellement n'est pas en position de demander grand-chose. Alors, on est surtout sur des sanctions, sur de l'argent et des montants qui sont largement symboliques. La Russie, parlons-en 2 secondes, à ta connaissance, jusqu'à quel point ils peuvent continuer de mener cette guerre-là? Je me rappelle, il y a quelques années, on se disait, dès le départ, ils étaient allés chercher des gens un peu mal pris, mal foutus dans les pays limitrophes. Il n'y avait personne de Moscou, de Saint-Pétersbourg qui était vêtu d'une armée. Mais là, les années ont avancé. À un moment donné, il va leur falloir des soldats. Je sais qu'ils n'ont pas encore passé la fameuse loi sur l'enrôlement obligatoire là-bas. Est-ce qu'on s'en approche, par contre? Tu l'as très bien dit, Rémi. En fait, on n'est pas encore, si on veut, on n'a pas la pédale dans le fond pour ce qui est des Russes actuellement. Au niveau de la mobilisation, on est vraiment dans une conscription volontaire, ou plutôt un recrutement volontaire. La conscription est encore très, très, très loin à l'agenda et c'est très impopulaire chez les Russes aussi. Alors, Poutine pourrait être invité à vouloir conclure une entente de paix avant d'en arriver justement à devoir mobiliser de manière plus sérieuse la société russe puis l'économie de guerre. Actuellement, il faut le dire, si on est à Moscou, à l'exception des quelques bombardements ukrainiens, même chose pour Saint-Pétersbourg puis certaines des grandes villes de Russie, il est difficile de savoir qu'on est en guerre. Alors, pour Poutine, justement, avant d'en arriver à ça, il y a beaucoup de pression
pour conclure une entente et nécessairement vis-à-vis des pertes considérables. On a eu des informations hier comme quoi les Russes en seraient maintenant à plus de 1,3 million de pertes depuis le début du conflit. Bien sûr, il y a beaucoup de blessés là-dessus, des gens qui ont été blessés 2 fois. Il y a de la comptabilisation qui est toujours un peu créative là-dessus, mais on parle au minimum de l'ordre de 150 000 à 250 000 morts. Nécessairement, les Russes doivent aller chercher dans leurs provisions plus conventionnelles. Et Benjamin, revenons quand même sur cette entente probable. On y va quand même de façon prudente, là, mais sur cet accord, ça serait donc vendredi. Mais là, côté iranien, il y a plusieurs observateurs qui disent, ouais, ils ont quand même gagné au change. Là, on parle de plusieurs milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. Mais on a découvert ça dans les dernières heures et d'une manière assez curieuse, alors que les Iraniens ont commencé par ventiler certains aspects de l'entente de paix pour nous faire comprendre nécessairement qu'ils avaient gagné, mais aussi pour vendre l'entente à la population iranienne, qui était tout à fait confortable avec la situation actuelle, voyait qu'ils étaient en posture de force et se demandait un peu quelle était la motivation du régime iranien de faire des concessions par rapport à l'ouverture d'Ormuz. On a découvert donc, dans les heures qui ont suivi, qu'il y aurait un fonds de quelques 300 milliards de dollars qui aurait été constitué et négocié, qui serait enchâssé dans l'entente pour permettre littéralement la reconstruction de l'Iran. C'est quelque chose qui a été nié immédiatement ensuite par la Maison-Blanche jusqu'à ce que ce soit confirmé peu de temps après par J.D. Vance lui-même. Alors, on comprend maintenant qu'il y a effectivement un fonds de l'ordre de 300 milliards de dollars américains qui a été constitué, qui serait presque à moitié financé à l'heure où on se parle et qui vise la reconstruction. Maintenant, attention, les Américains ne veulent absolument pas qu'on appelle ça de la compensation ou encore, on pourrait dire, des réparations. L'idée ici, c'est vraiment de mobiliser les pays du Golfe pour aller investir dans la reconstruction de l'Iran en échange de contreparties financières économiques. Là où moi je trouve que c'est exceptionnellement important et où ça vient, il faut le dire, carrément basculer l'équilibre de la force puis les relations dans la région, c'est que longtemps ces pays n'avaient absolument aucune relation économique en Iran. On vient d'inclure les pays du Golfe, Qatar, Koweït, Émirats arabes unis, etc., essentiellement devenir des parties prenantes de la paix, de la stabilité et de la reconstruction iranienne. Donc, nécessairement, on a une espèce de normalisation de facto des relations avec l'Iran. C'est une autre victoire absolument exceptionnelle. Je vais juste prendre... Moi, je vais m'exprimer au nom de ceux dont ce n'est pas la spécialité, la géopolitique. Je lisais Mark Carney dire « Ça a valu la peine, finalement, ce conflit-là, parce que je regarde, je viens d'accéder, j'ai des sources et on a vu le dossier, puis l'entente est incroyable. » Mais moi qui suis un néophyte en la matière, pendant des mois, on a vu donc l'Iran se faire bombarder. Le régime est encore en place. Il va falloir payer pour aller reconstruire ce qui a été démoli. Il y a eu une petite crise pétrolière. On va, j'imagine, revenir à la normale dans les prochains mois. Qu'est-ce qui aura vraiment changé, là, à part ce que tu viens de nommer? Et il y a une menace aussi toujours maintenant avec Hormuz, là, c'est-à-dire qu'on sait que ça peut être un levier éventuellement, même s'il est supposé être rouvert et tout ça, là. Non, c'est gênant sur toute la ligne. Honnêtement, là-dessus, quand on dit gesticulation, je pense que Mark Carney est devenu champion international de la gesticulation vis-à-vis des États-Unis. On a tendance souvent à essayer d'apaiser Washington. Puis là, je pense que c'est une déclaration à laquelle il n'a pas vraiment réfléchi. Parce que soyons sincères, la situation est bien pire qu'avant la guerre. Les Iraniens ont beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de marge de manœuvre. Israël est dans une moins bonne posture. Les Américains ont perdu énormément d'influence dans la région. Le programme nucléaire est toujours en place, c'est rien de négocié là-dessus. Non seulement c'est une déclaration hâtive que de parler de « on a réussi à contenir le programme nucléaire », c'est intellectuellement embarrassant dans les conditions actuelles, alors qu'on sait que ce sont les Iraniens qui contrôlent le processus et que les Américains n'ont plus aucun levier. Je trouve que c'était, disons, poli de la part de Mark Carney. En même temps, il faudra voir parce que tout ce qui se joue aussi, c'est une guerre de communication, autant du côté de l'Iran que du côté des États-Unis. Donc, c'est aussi des fois de lire entre les lignes. L'Iran veut aussi passer des messages à sa population. Oui, en quelques secondes. Karima, rapidement, on a vu justement dans la déclaration de paix initiale, il y avait des propos qui étaient tenus sur fin de la guerre militaire, de la guerre de l'information et de la guerre médiatique. Bon. Ils reconnaissaient eux-mêmes que c'était un peu une guerre. Benjamin Tremblay, analyste géopolitique, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À demain. Merci, au revoir.